En Algérie, nous avons plus de 10 millions de personnes qui sont concernées par cette pathologie. C'est 50% des personnes qui souffrent d'une douleur quotidienne. Au cours de nos consultations, on a constaté que 50% des malades qui viennent en consultation sont âgés de plus de 65 ans. Bien que ces 2 dernières années, on a vu qu'il y a eu un changement, que le nombre de consultants ou bien la tranche d'âge est descendue au lieu de 65 ans, elle est passée à 45 ans. C'est une pathologie du dernier siècle, d'un point de vue épidémiologique impactant fortement le quotidien du malade. Alors, en introduction, c'est une affection rhumatologique très fréquente. Elle est la deuxième cause d'invalidité après les pathologies cardiovasculaires. C'est un véritable fardeau du fait de sa forte prévalence augmentant avec l'âge. Donc, systématiquement, nous avons 52% d'adultes qui viennent en consultation. 85% de ces consultants sont des sujets âgés. En clinique, nous avons plus de 10% des sujets qui ont plus de 60 ans et qui sont symptomatiques. Au cours de nos consultations, nous constatons que c'est une pathologie qui touche beaucoup plus la femme que l'homme. La prévalence, elle est variable suivant les articulations. Entre 65 et 75 ans, ce sont les articulations interphalangiennes distales qui sont plus atteintes. Vient en secondo le rachis lombaire avec 64% des consultants, le genou 35% et la hanche à 10%. Quoique la plus fréquente des maladies articulaires est la principale source de l'handicap locomoteur, l'arthrose reste une pathologie encore mal connue. Définition. L'arthrose se définit comme étant une dégénérescence du cartilage articulaire. Toutefois, au cours de son évolution, toutes les structures de l'articulation vont être atteintes. Donc, c'est une résultante de phénomènes mécaniques et biologiques qui déstabilisent l'équilibre entre la synthèse et la dégradation du cartilage et de l'os sous-chondral. Ce déséquilibre peut être initié par de multiples facteurs. Des facteurs génétiques, des facteurs de croissance, des facteurs métaboliques et des facteurs traumatiques. L'arthrose touche tous les tissus de l'articulation diarthrodiale et se manifeste par des modifications morphologiques, biochimiques, moléculaires et biomécaniques des cellules et de la matrice cartilagineuse, conduisant à un ramollissement, à une fissuration, à une ulcération et à une perte de cartilage articulaire. Une sclérose de l'os sous-chondral avec production d'ostéophytes et de kystes sous-chondraux. Quand elle devient symptomatique, l'arthrose entraîne douleur et raideur articulaire, un éventuel épanchement articulaire avec des degrés variables d'inflammation locale. Alors, si vous voulez, on revient un petit peu à votre module d'anatomie. Donc, l'articulation normale, si on prend une articulation normale, donc nous avons deux extrémités osseuses. Ces deux extrémités osseuses qui composent l'articulation sont recouvertes de ce qu'on appelle le cartilage. C'est grâce à ce cartilage que les deux os vont pouvoir glisser l'un sur l'autre et ainsi assurer la mobilité de l'articulation. La stabilité de l'articulation, donc pour être debout, il faut qu'on ait une articulation stable. Cette stabilité est assurée par la capsule qui constitue un sac, dont la face interne est tapissée par la membrane synoviale. Cette membrane va sécréter ce qu'on appelle le liquide synovial qui lubrifie l'articulation et qui, lui, a un rôle nourricier sur le cartilage articulaire. Les muscles, par l'intermédiaire de leurs tendons, vont s'insérer sur la capsule et sur l'os périarticulaire. Le cartilage est un tissu un petit peu spécial. C'est un tissu qui n'est pas vascularisé, donc il se nourrit juste par imbibition du liquide synovial. C'est un tissu aussi qui n'est pas innervé et donc il ne peut pas être, lui, responsable de lui-même de douleur de l'arthrose. Ce cartilage est composé d'un seul type de cellules.
chose que vous avez vue au cours de votre module d'histologie en première, deuxième année. Donc, il est composé d'un seul type de cellules qu'on appelle les chondrocytes. Ces chondrocytes sont noyés au sein d'une matrice. Alors, cette matrice cartilagineuse est composée par des molécules appelées protéoglycanes et fibres collagènes. Donc, on va voir que ce sont ces protéoglycanes, au cours de l'arthrose, qui sont détruites, ainsi que les fibres collagènes. C'est pour cela qu'il y a apparition donc d'arthrose. Alors, du point de vue anatomique, c'est une arthropathie chronique. Donc, c'est une maladie qui évolue à long terme. Elle entraîne des lésions destructrices du cartilage articulaire, des lésions condensantes et géodiques de l'os et apparition d'ostéophytes. Donc, comme j'ai précisé au cours du rappel un petit peu d'anatomie, on a dit que la matrice est constituée de protéoglycanes et de fibres collagènes. Sous l'effet d'hyperpression, donc d'une pathologie déterminée que présente notre malade, ces fibres collagènes vont être détruites. C'est pour cela on a des lésions destructrices du cartilage. Donc, c'est pour cela qu'il y a des lésions destructrices sur la radiologie. Et c'est pour cela, comme ça se détruit par zone, c'est pour cela qu'on a des zones de condensation et des zones de géode. Sur le plan radiologique, la destruction du cartilage s'explique par le pincement de l'interligne articulaire. L'arthrose est un problème purement mécanique, c'est-à-dire ce n'est pas une pathologie inflammatoire. C'est-à-dire quand on pose la question au malade, c'est une douleur qui apparaît à l'effort, à la station debout prolongée, et elle est calmée par le repos. À l'inverse de la douleur inflammatoire, elle, qui est plutôt une douleur nocturne et qui réveille le malade le soir. La pathogénie, malheureusement, elle est encore mal connue, mal élucidée. Reste une théorie qui parle donc de l'appauvrissement du cartilage articulaire en protéoglycanes et modification des propriétés du cartilage. Donc, comme je l'ai dit, c'est le cartilage articulaire de la personne s'appauvrit en protéoglycanes. Donc, c'est pour cela il va s'amincir et il y aura les lésions de l'arthrose. Alors, l'éthiopathogénie, nous avons l'arthrose mécanique. Donc, sur un cartilage normal, il peut y avoir soit une surcharge pondérale, donc c'est les sujets obèses, soit une incongruence. Alors, l'incongruence, c'est quoi? C'est les sujets généralement qui ont par exemple, si on prend l'exemple du genou, c'est les sujets qui ont soit le génuvarum, soit le génuvalgum, appelés communément, c'est-à-dire en langage courant, appelé genou en X ou genou en O. Donc, la répartition des charges, elle est mal faite. Elle est soit sur un plateau externe, soit sur un plateau interne. Et donc, il va y avoir une hyperpression sur un compartiment par rapport à un autre. Et c'est pour cela qu'il va y avoir de l'arthrose. Il peut y avoir donc une dysplasie qui est à l'origine de l'hyperpression. L'exemple de dysplasie, c'est les gens qui ont des problèmes au niveau de hanche, ce qu'on appelle aussi communément les coxavaras ou bien les coxavalga. Ça veut dire l'angle de la coxofémorale n'est pas respecté. Soit c'est une instabilité. Alors l'instabilité aussi, elle s'observe beaucoup plus au niveau des genoux et des chevilles. C'est le cas des sportifs qui font une instabilité suite à une lésion du ligament croisé ou bien des ligaments latéraux. Donc, c'est un genou instable. Il va être à l'origine d'une hyperpression sur le cartilage articulaire et va être à l'origine aussi, et ce qui va déclencher les douleurs de l'arthrose. L'arthrose, donc, structurale, c'est suite à une pathologie. Alors, la pathologie, donc, il peut y avoir une pathologie du cartilage. L'exemple, c'est l'hémochromatose, ou bien c'est les gens qui subissent des contusions répétées. C'est le cas de sportifs, ou bien les cas des femmes qui sont très actives et qui travaillent énormément. Soit c'est une pathologie de l'os sous-chondral, c'est l'exemple des ostéonécroses. Donc, il peut y avoir, par exemple, une ostéonécrose au niveau de la hanche. C'est le cas généralement des sujets qui font des hypercholestérolémies et qui peuvent avoir une ostéonécrose de la hanche.
comme il peut y avoir aussi des ostéonécroses idiopathiques, c'est-à-dire sans cause. Nous avons la maladie de Paget aussi qui donne une altération de l'os sous-chondral et nous avons l'hyperparathyroïdie. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les synovites qui seront à l'origine de l'arthrose. Les synovites inflammatoires, exemple celles qui sont observées au cours de la polyarthrite rhumatoïde, je crois que ça a été relevé au cours du cours précédent par ma consoeur Dr Selimi, ou bien une synovite infectieuse, c'est le cas de la pathologie la plus courante en Algérie, la tuberculose osseuse, donc quand elle touche la hanche ou le genou, ou bien le rachis lombaire. Elle peut être à l'origine plus tard d'une arthrose structurale. Comme il peut y avoir aussi d'autres pathologies à l'origine d'une arthrose structurale, soit des anomalies génétiques, soit l'hyperostose. Alors, la fréquence et la topographie, c'est l'arthrose primitive, elle s'observe chez l'adulte de plus de 50 ans. Les articulations concernées, donc comme vous le voyez sur le schéma, donc il y a un pourcentage, et ça a été déjà aussi précisé au cours de l'introduction, donc 30% c'est les genoux, 60% c'est surtout les interphalangiennes distales ou bien radiocarpiennes, 70% le rachis lombaire, 75% le rachis cervical, 10% la hanche et 10% au niveau des chevilles, ou bien ce qu'on appelle l'articulation tibrio-astragalienne. Quand il y a plus de 2 articulations touchées, on parle de polyarthrose. Alors, les facteurs de risque, les facteurs locaux, donc comme ça a été précisé dans la diapo précédente, donc les arthroses secondaires à des affections articulaires inflammatoires ou métaboliques, l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde, l'exemple de la maladie de Paget, l'exemple de la tuberculose osseuse, de la spondylodicite bruxellienne, donc métabolique, vous avez la maladie de Paget, vous avez l'hyperchromatose, etc. Les facteurs mécaniques, alors vous avez en premier, c'est les traumatismes, donc les sujets qui ont déjà présenté une fracture. Donc, une fracture, par exemple, au niveau du plateau tibial du genou, peut être à l'origine, quelques années plus tard, d'une arthrose du genou. Une fracture du toit du cotyle ou bien du col du fémur, c'est-à-dire traitée orthopédiquement, peut être à l'origine aussi d'une arthrose de la hanche, ou ce qu'on appelle communément la coxarthrose. Les luxations répétées, là, les luxations, c'est surtout au niveau de l'épaule. Les sportifs donc, qui subissent des luxations répétées au niveau de la scapulo-humérale ou bien de l'épaule, donc vont développer quelques années après une arthrose au niveau de l'articulation. Ou bien les micro-traumatismes répétés, par exemple les bûcherons, les danseurs, les sportifs. Un autre exemple, les femmes qui travaillent, donc qui pétrissent le pain communément, très souvent, donc elles font une arthrose radiocarpienne. Vous avez les femmes qui font du tricotage, donc avec les aiguilles, elles peuvent développer des arthroses interphalangiennes distales. Vous avez les maçons ou là, les manœuvres qui travaillent sur les chantiers et qui travaillent avec les marteaux-piqueurs. Donc, ce sont ces vibrations continues qui peuvent être à l'origine d'arthrose au niveau des coudes. Les facteurs généraux, donc il y a l'âge. Comme je l'ai dit au cours de mon introduction, arthrose ne veut pas dire vieillesse, mais la fréquence de l'arthrose augmente avec l'âge. Le terrain génétique jusqu'à présent n'a pas été identifié, c'est-à-dire il n'y a pas jusqu'à présent il n'y a aucune étude qui a prouvé qu'il y a un terrain génétique. L'arthrose des IPD ou bien des interphalangiennes distales, elle est très fréquente chez la femme. Certaines polyarthroses précoces familiales sont observées. L'obésité, elle est surtout à l'origine de l'arthrose. Donc, obésité et arthrose. L'obésité favorise la survenue d'une arthrose par la contrainte mécanique liée au surpoids qui provoque une activation des chondrocytes. Donc, une surcharge pondérale sur des articulations portantes, à savoir le rachis lombaire,
les deux hanches, et les deux genoux et les deux chevilles, va être à l'origine d'une hyperpression donc, sur l'articulation. Donc, s'il y a hyperpression sur l'articulation, le cartilage va souffrir. Si le cartilage souffre, il va y avoir une fissuration à ce niveau. Donc, les chondrocytes vont s'activer. Elles vont entraîner une destruction de fibres collagènes, production de cytokines par le tissu adipeux. Et donc, c'est pour cela qu'il va y avoir une augmentation donc, de la douleur. On a remarqué que le risque de gonarthrose est augmenté de 15% pour chaque augmentation d'un point de l'indice de masse corporelle. C'est-à-dire plus le poids de la personne augmente, plus ça augmente d'un point. Alors, nous avons aussi des arthroses métaboliques. Alors, les arthroses métaboliques, surtout le concept d'arthrose métabolique résulte d'un double constat. On a vu certaines études ont démontré, certaines études épidémiologiques ont montré qu'il y a une association entre arthrose et diabète type 2. Parce que généralement, les sujets qui font le diabète type 2, c'est-à-dire non insulinodépendant, présentent une obésité abdominale, c'est-à-dire qu'il y a une ptose abdominale, il y a une hyperglycémie, il y a une dyslipidémie associée. Généralement, tous les sujets qui font un diabète type 2 ont en même temps une dyslipidémie, pardon. Et généralement, c'est des sujets qui ont une ptose abdominale. Donc, c'est pour cela, c'est des sujets qui viennent à la consultation souffrant de leur rachis lombaire et de leurs genoux. Alors, en conséquence, une arthrose chez un sujet jeune doit faire rechercher généralement une maladie cardio-métabolique, syndrome métabolique, diabète type 2. C'est-à-dire, si vous avez en consultation un sujet jeune, âgé entre 30 et 40 ans, qui vient pour une douleur, qui vient avec une surcharge pondérale et qui vient avec une douleur localisée, c'est-à-dire au niveau d'un genou, au niveau d'une hanche, ou bien au niveau d'un rachis lombaire, au cours de vos investigations, vous serez obligé de demander une glycémie à la recherche d'un diabète, bien sûr une glycémie à jeun, une glycémie provoquée et une hémoglobine glyquée, et vous demandez le cholestérol total, HDL, LDL, plus triglycérides. Le diagnostic. Alors, le signe majeur, généralement, donc l'indolence, il y a une discordance radioclinique. Alors, j'explique. Parfois, un sujet s'amène en consultation pour une pathologie déterminée, c'est-à-dire pour une douleur musculaire, pour une douleur tendineuse. L'articulation elle-même n'est pas douloureuse. Alors, vous examinez votre malade, vous trouvez des signes indirects donc d'arthrose. Si vous demandez un cliché, donc vous allez trouver une arthrose avancée. Donc, c'est pour cela qu'on parle d'une discordance radioclinique. Parfois, le sujet ne souffre pas de douleur, mais quand vous demandez un cliché, les signes radiologiques sont là. Si la douleur existe, elle est une douleur mécanique, c'est-à-dire une douleur qui apparaît, c'est une douleur qui apparaît au cours de la journée. Elle est déclenchée par l'usage de l'articulation, elle est calmée par le repos, avec notion de dérouillage, c'est-à-dire la douleur de mise en train qui est inférieure à 10 minutes. À l'inverse de la douleur inflammatoire qui apparaît au repos et qui est avec un dérouillage très important supérieur à 10 minutes. Donc la douleur mécanique, c'est une douleur, je vous explique, qui apparaît au cours de la marche. Par exemple, quand c'est le genou, au cours de la montée descente des escaliers, au cours de l'accroupissement, au cours de la position assise en tailleur chez nous les Arabes. Donc, une fois le malade passe au repos, la douleur, généralement, elle s'estompe. Le dérouillage, généralement, c'est quand le malade passe de la position couchée à la position debout, ou bien de la position assise à la position debout. Donc, il esquive le pas, il a quelques difficultés, mais généralement, c'est inférieur à 10 minutes, puis là, il commence à remarcher normalement. Il y a des poussées congestives d'arthrose. On a constaté donc au cours de nos consultations bien, que l'arthrose évolue de temps en temps par des petites poussées douloureuses. Généralement, c'est quand l'articulation subit beaucoup de contraintes,
Donc, il va y avoir de temps en temps des petites poussées douloureuses, c'est-à-dire la douleur s'accentue. Il va y avoir, elle va passer de la douleur mécanique à la petite douleur inflammatoire. Il va y avoir un petit épanchement, c'est-à-dire l'articulation, elle est surmenée, la membrane synoviale, elle se fissure, le liquide synovial donc passe au niveau de l'articulation. Donc, c'est pour cela qu'on trouve un épanchement. Généralement, le sujet s'amène à la consultation avec une articulation chaude, un petit douloureuse, tuméfiée, augmentée de volume. Il y a une gêne fonctionnelle. Donc, la douleur, elle va retentir sur l'activité du sujet. Donc, l'activité, elle est plus ou moins réduite. Le sujet marche moins, monte et descend moins les escaliers. Elle retentit sur les gestes de la vie quotidienne. Et c'est un handicap qui est apprécié par le périmètre de marche et par les indices algofonctionnels. Au cours de notre conférence, on ne va pas préciser les indices algofonctionnels. Nous avons surtout l'indice de Lekes, mais comme c'est un truc de spécialité, donc ça n'a pas été précisé au cours de ma conférence. Donc, comment apprécier le retentissement fonctionnel? C'est en posant des questions aux malades, la longueur donc qu'il peut faire, le périmètre de marche, est-ce qu'il est réduit ou pas? Est-ce qu'il est obligé d'arrêter par moment parce qu'il y a apparition de douleur? Sinon, est-ce qu'il esquive le pas quand il y a douleur? Est-ce qu'il est obligé de s'asseoir? Aussi, dans la fonction, on pose la question, donc, est-ce qu'il y a possibilité d'accroupissement ou non chez les sujets donc, qui ont chez eux des toilettes sièges turcs. Donc, c'est le meilleur indice donc, de retentissement. Aussi, on leur demande donc, le périmètre de marche, l'accroupissement, la position debout sur un seul membre. Est-ce que le sujet peut se tenir sur un seul membre? On précise aussi la longueur du pas. Est-ce que le malade marche avec la même longueur du pas qu'auparavant? La raideur articulaire. Donc, il va y avoir, après douleur, il va y avoir apparition d'une raideur articulaire. Pourquoi il y a apparition de raideur articulaire? Parce que au moment d'apparition de la douleur, le malade cherche une position de repos. Donc, généralement, il place l'articulation en position fléchie. S'il garde cette position pendant quelques jours, donc la raideur s'installe. Il peut y avoir une tuméfaction articulaire. Donc, au cours d'une poussée congestive, on peut avoir une tuméfaction, c'est-à-dire une articulation qui est chaude, douloureuse. Autre signe, on peut avoir le craquement, c'est-à-dire le malade vous signale, il vous dit que j'entends mon articulation craquer au cours de la marche, sinon au cours de passage d'une position à une autre. Il y a la sensation de dérobement, c'est-à-dire le malade a l'impression de temps en temps de tomber. Sensation d'accrochage, il sent qu'il n'arrive pas à soulever sa jambe. Et il y a des pseudo-blocages. Carrément, donc il y a des gens qui bloquent dehors, donc, et qui sont obligés donc d'aller se reposer un moment pour que l'articulation redevienne à l'état initial. La radiographie standard, donc la radiographie standard, on recherche un pincement de l'interligne articulaire, donc qui est généralement localisé dans la zone de pression principale. On recherche les ostéophytes, on recherche l'ostéocondensation de l'os sous-chondral, qui est la lésion primordiale. On recherche aussi les images géodiques. Les images géodiques sont des images inconstantes, c'est-à-dire on ne les retrouve pas devant chaque cliché. À un stade tardif, il y a un aspect érosif de l'os sous-chondral. Les examens complémentaires, donc sachez-vous en tant que médecin, donc généraliste, affecté dans une structure quelque part, même si vous demandez une biologie, c'est-à-dire une VS, une vitesse de sédimentation et une C-réactive protéine, elles vont revenir normales. Même en cas de poussée congestive d'arthrose, la VS et la CRP ne sont pas très élevées. Aucun marqueur biologique validé, c'est-à-dire il ne faut pas s'acharner à demander tous les bilans alors qu'au cours de l'arthrose, juste VS et CRP sont largement suffisants.
Le liquide synovial, nous avons quelques confrères qui font des ponctions du liquide synovial quand ils sont hésitants sur le diagnostic. C'est-à-dire que la ponction du liquide synovial, elle se fait à chaque fois devant des épanchements itératifs, c'est-à-dire qui se répètent chez le malade, qui ne sont pas asséchés par les moyens physiques, c'est-à-dire la cryothérapie ou ce qu'on appelle les vessies de glace, qui ne sont pas asséchés par le repos, ni par la décharge articulaire. Donc, parfois, on est contraint de faire une ponction du liquide synovial. Quand c'est une arthrose, donc le liquide synovial, il est mécanique, c'est-à-dire il est visqueux, et quand on l'envoie pour la lecture, on retrouve moins de 1500 globules blancs par millimètre cube et moins de 50% de polynucléaires. À l'inverse de la pathologie tuberculeuse où le liquide est citrin, les blancs sont très élevés, les polynucléaires sont très élevés. Mais il vaut mieux, ça c'est une parenthèse, il faut s'abstenir de faire une ponction du liquide synovial, sauf si vous êtes sur des règles d'asepsie rigoureuses. La radiologie, les autres examens, normalement, on ne demande qu'une radiographie standard de l'articulation. Elle est largement suffisante pour visualiser la destruction du cartilage et de la réaction osseuse. Malheureusement, nous avons constaté certains jeunes confrères qui demandent scanner, IRM, arthroscopie et scintigraphie. Ce sont des examens invasifs et qui ne vont vous amener vers rien du tout. L'évolution, elle est imprévisible de l'arthrose. Il n'y a pas de facteur pronostic. L'intensité de la douleur et l'impotence fonctionnelle, il n'y a pas de parallélisme entre douleur, impotence fonctionnelle et l'importance des lésions cartilagineuses. C'est-à-dire, le malade peut s'amener à votre consultation pour une gêne fonctionnelle importante, c'est-à-dire le malade est impotent, il n'arrive plus à marcher, avec une douleur très intense qui l'oblige parfois à utiliser une canne de décharge. Alors que lorsque vous demandez un cliché ou bien une radiographie standard, il s'agit d'une arthrose débutante. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas de parallélisme radioclinique. L'aggravation progressive des lésions radiographiques, donc il y a des formes stables, c'est-à-dire le malade peut rester stable pendant des années. Les seules images qui peuvent apparaître, ce sont des images ostéophytiques. Il peut y avoir aussi des gens qui présentent des formes destructrices rapides, en quelques mois. Là, généralement, c'est des sujets qui présentent une surcharge pondérale ou bien qui font des problèmes aussi métaboliques. Autre forme, toutes les formes intermédiaires possibles, c'est-à-dire dans l'arthrose, chaque cas ne ressemble pas à un autre. En fonction de la localisation, l'arthrose des mains et des pieds, généralement, il y a une indolence après quelques années et une gêne fonctionnelle peu importante. C'est-à-dire quand l'arthrose des mains, des articulations interphalangiennes distales s'installe au début. Ces articulations sont très douloureuses, mais une fois elles commencent à s'enraidir, il n'y a plus de douleur. Le malade vient juste pour la déformation, il ne vient pas pour la douleur. Et il est gêné dans sa fonction. Pourquoi? Parce que les interphalangiennes sont légèrement fléchies. Les arthroses de la hanche et la gonarthrose, elles sont invalidantes par contre. Pourquoi? Parce que c'est des articulations portantes. Donc, la douleur, elle commence à croître progressivement. Aussi, c'est chez les sujets donc, qui ne respectent pas les règles d'hygiène, c'est les sujets obèses, c'est les sujets qui marchent beaucoup, donc, ou bien les sujets qui sont au contraire assis à longueur de journée. Donc là, le malade peut venir avec une douleur importante. La prise en charge, nous avons en premier, il faut soulager la douleur, donc l'indolence, c'est le premier but. Deuxièmement, il faut améliorer la fonction du malade. Il faut prévenir ou retarder la progression de la maladie et de ses conséquences. Et il faut donc avoir un contact permanent avec le malade sur sa maladie et sur sa prise en charge.
Là, ce sont les sociétés internationales donc, qui ont, sur lesquelles on se base pour notre arsenal thérapeutique. Nous, en Algérie, on prend beaucoup plus en considération l'ACR, l'American College of Rheumatology. Donc, leurs recommandations sont fondées sur des essais cliniques menés chez des patients ayant un âge moyen de 60-70 ans, mais souvent au-delà. Alors, la hiérarchisation des moyens thérapeutiques, les mesures non pharmacologiques, on commence toujours par les mesures non pharmacologiques au début, c'est-à-dire il faut éduquer votre malade, il faut l'informer sur sa pathologie. Donc, comment l'éduquer? Donc, si c'est un sujet obèse, donc il faut le peser, il faut lui recommander un régime, donc réduire la surcharge pondérale. Il faut leur demander de ménager les articulations, c'est-à-dire leur donner un temps de repos. Il faut leur montrer des exercices de renforcement musculaire, surtout quand il s'agit du genou ou bien de la hanche. Il faut prévenir les lésions articulaires, c'est-à-dire surtout chez les travailleurs. Donc, comme on l'a dit carrément au début, les sujets qui travaillent au marteau-piqueur, les bûcherons et tout, donc ils doivent prendre de temps en temps de repos. Au besoin, on aura besoin donc d'orthèses, d'aide technique, surtout quand c'est la hanche ou bien le genou. Donc, à chaque fois qu'il y a apparition de douleur, au lieu de prescrire un comprimé de paracétamol, il faut demander au malade de porter une canne contralatérale à la douleur. Bien sûr, nous avons l'arsenal du traitement physique. Le traitement physique, c'est quoi? Donc, c'est tout ce qui est rééducation. Quand c'est une articulation chaude, c'est la cryothérapie ou appelée communément le glaçage. C'est l'usage des vessies de glace, c'est-à-dire il faut refroidir l'articulation. Nous avons les ultrasons, les ondes ultrasoniques, donc qui peuvent calmer la douleur. Et nous avons tout un arsenal thérapeutique en rééducation. Les traitements topiques, c'est-à-dire locaux, on utilise les INS par voie locale. Donc, tout ce qui est pommade, donc, comme vous connaissez, le Voltaren, le Nifluril, etc. Par voie orale, donc, on commence toujours par le paracétamol, donc s'il n'y a pas de contre-indication. Ensuite, on passe aux injections intra-articulaires de corticoïdes ou bien d'acide hyaluronique. Et le dernier recours, c'est la chirurgie. Alors, les moyens non pharmacologiques, donc comme je l'ai déjà précisé, donc il faut bien informer le malade sur sa pathologie. C'est une pathologie qui évolue à long terme, qui ne va pas guérir, mais il peut la gérer. Donc, il faut réduire la surcharge pondérale, il faut des exercices, il faut une réhabilitation, c'est-à-dire il faut ménager sa maison. Si on a des toilettes sièges turcs, il faut les transformer en sièges anglais. Donc, c'est chez les sujets donc, qui peuvent rester dans un rez-de-chaussée, ils restent dans un rez-de-chaussée pour éviter la montée des escaliers. C'est-à-dire qu'il faut une économie articulaire. Il faut des aides techniques, donc c'est surtout les cannes hantées et non pas canadiennes. Les moyens physiques, le TENS, donc c'est des ondes aussi de stimulation qui peuvent calmer la douleur, l'acupuncture ou bien les cures thermales. Les traitements donc, pharmacologiques, nous avons les INS topiques, c'est-à-dire par voie locale. Les traitements intra-articulaires, donc corticoïdes, acide hyaluronique. Généralement, ces traitements intra-articulaires, on commence par les corticoïdes quand nous avons un épanchement. Donc, on ponctionne, on assèche à l'aide d'un corticoïde. Ensuite, quelques jours après, on injecte l'acide hyaluronique. Bon, pour les corticoïdes, on utilise le produit le plus utilisé, c'est le diprostène, mais à condition qu'on ne dépasse pas 3 infiltrations par an. Les traitements pharmacologiques généraux, donc les antalgiques simples palier 1, les INS, au pire, devant une inflammation, devant une douleur importante, donc invalidante, on est obligé de passer aux antalgiques palier 2. Donc, recommandation, le paracétamol, c'est un traitement symptomatique de première intention du fait de son efficacité, à condition qu'on ne dépasse pas les 4 grammes par jour, bien sûr pour ne pas tomber dans l'insuffisance hépatique. Les effets, donc, il faut prévenir le malade sur les effets
secondaires, l'ulcération gastrique, risque d'hémorragie, risque d'HTA pour des doses supérieures à 3 grammes. Risque aussi d'élévation des transaminases et ne pas l'instaurer chez des sujets qui ont une atteinte hépatique et éviter les fortes doses en cas d'insuffisance rénale, sinon demander l'avis d'un confrère néphrologue. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc chez les sujets qui ne sont pas soulagés par le paracétamol, on dose des doses minimales d'anti-inflammatoires pendant une courte durée, surtout pendant la poussée congestive, c'est-à-dire quand il y a inflammation, épanchement. Bien sûr, une surveillance générale, un bilan rénal, un bilan cardiovasculaire. Après 65 ans, on donne généralement les coxib type Celebrex, associés toujours, bien sûr, à l'IPP. Donc, les recommandations de l'ACR, après 75 ans, il faut éviter les INS oraux et favoriser les INS topiques et les injections intra-articulaires d'acide hyaluronique. L'anti-arthrosique symptomatique d'action lente, ce sont des médicaments considérés comme des compléments alimentaires. Ils agissent sur la douleur de l'arthrose, mais c'est des médicaments qui n'ont pas un effet spectaculaire, c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas dans l'immédiat, ils agissent après quelques jours de leur prise. Le délai d'action, donc, c'est plusieurs semaines, mais un effet rémanent d'1 à 2 mois après leurs arrêts. C'est-à-dire si le malade se permet d'acheter un anti-arthrosique symptomatique action lente, type Glucoflex, Chondroflex, Flexofitol, qui est considéré comme complément alimentaire. Donc, on explique au malade que le délai d'action peut prendre quelques jours jusqu'à quelques semaines, mais le malade est tranquille 2-3 mois. On a constaté même 6 mois après l'arrêt du traitement. Ce sont des traitements qui sont bien tolérés, il y a une bonne tolérance, il n'y a ni réaction allergique, ni effet secondaire sur les reins, sur le cardiovasculaire. Ça a un effet structural possible, donc il peut y avoir une reconstruction de l'os avec la prise de ces antiarthrosiques. Et des essais cliniques ont démontré donc leur supériorité sur un placebo. Donc les plus retrouvés chez nous, bien les plus commercialisés, c'est le sulfate de chondroïtine et le sulfate de glucosamine. Les infiltrations cortisoniques, donc comme je l'ai dit, elles sont indiquées en cas d'épanchement itératif. C'est pour éviter aux malades donc à chaque fois d'être ponctionnés. On assèche une articulation, c'est-à-dire qu'on la ponctionne. Ensuite, on injecte un corticoïde. Ça permet de soulager rapidement la douleur. Ça permet de soulager la poussée congestive, mais son effet généralement il s'estompe en quelques semaines malheureusement. L'efficacité du diprostène donne 60% de répondeurs à 3 mois et 20% à 6 mois. C'est-à-dire que le malade peut être soulagé entre 3 et 6 mois, ensuite reprise de la douleur. Il ne faut pas injecter plus de 3 fois sur une même articulation au cours d'une année. Et le geste doit être fait, c'est-à-dire doit être éco-guidé, ultrasonographique de préférence. C'est-à-dire il faut avoir un radiologue ou bien il faut manipuler l'échographie pour pouvoir injecter le produit. La viscosupplémentation, c'est l'injection intra-articulaire d'acide hyaluronique. Son efficacité, elle est très retardée. Son action, elle est durable et il est indiqué dans la gonarthrose symptomatique sans épanchement en cas de réponse inadéquate au traitement initial. Les effets, il peut avoir des effets, l'acide hyaluronique peut quelquefois déclencher des effets inverses, c'est-à-dire qu'il y a une aggravation transitoire de la douleur. Et c'est pour ça donc qu'il faut bien expliquer qu'au malade, une fois on injecte l'acide hyaluronique, il peut y avoir une douleur atroce de quelques jours. Ensuite, le malade sera soulagé. Donc, dernier palier du traitement, c'est la chirurgie. Alors, la chirurgie, ses indications, c'est dans l'arthrose érosive sévère, quand il y a un échec du traitement médical qui a été bien conduit, ou bien quand il y a une
altération de la fonction. Là aussi, on se réfère au tableau de l'indice de l'Equesne. Donc là aussi, comme je l'ai précisé, c'est un truc de spécialité, donc je n'ai pas voulu encombrer votre conférence avec ce tableau. Donc, quand il y a vraiment altération de la fonction, c'est-à-dire le sujet ne peut plus marcher, le sujet ne peut plus se mettre debout, la canne de décharge ne soulage pas de sa douleur. Généralement, c'est des malades qui se mettent au fauteuil roulant. Donc là, on passe à la chirurgie. Sinon, c'est un traitement préventif. Il permet de corriger. Nous avons constaté qu'il y a des arthroses, comme on a dit, qui s'installent chez des sujets qui ont une malformation au niveau du genou ou bien au niveau des hanches, type les coxavara, type coxaplana, ou bien les génuvalgum. On est obligé de faire des ostéotomies de réaxation, c'est-à-dire replacer l'articulation dans l'axe pour éviter aux malades la douleur. Sinon, c'est le traitement palliatif, donc c'est carrément un remplacement prothétique, une prothèse articulaire. Donc, l'arthrose n'est pas une pathologie banale de vieillissement. Elle est liée à une usure des articulations portantes. Elle se caractérise par une inflammation de très bas grade tissulaire. C'est une maladie dont la composante systémique est démontrée dans certaines formes pouvant faire intervenir le tissu graisseux et les adipokines qu'il sécrète. Les principaux facteurs de risque sont le vieillissement, l'obésité et les traumatismes répétés. Alors là, pour la prise en charge thérapeutique, donc il faut qu'il y ait une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire le malade doit participer, il doit être informé sur sa pathologie, il doit être bien éduqué, donc pour pouvoir poursuivre les traitements. Il faut qu'il y ait une collaboration entre tous les professionnels de santé, à savoir entre médecins généralistes, médecins spécialistes, entre psychologues, parce que c'est une douleur qui va retentir sur la fonction. Donc, de temps en temps, nous avons des petits accès dépressifs chez le malade, donc psychologues, et bien sûr, entre kinésithérapeutes. Prévention, donc, il faut demander aux malades de lutter contre l'obésité. Il faut promouvoir l'activité physique, c'est-à-dire les exercices physiques. Tant qu'il peut faire de la marche, il peut marcher. Tant qu'il peut faire du footing, il le fait. Les outils disponibles aussi dans la promotion de l'activité physique, c'est-à-dire là, c'est dans les salles de gymnase. Il faut lui montrer toutes les astuces pour aménager son environnement, c'est-à-dire, comme je l'ai précisé, quand nous avons des toilettes sièges turcs, il faut les changer en toilettes sièges anglais. Il faut demander à nos malades de ne plus s'asseoir au sol carrément. Il faut se mettre sur une chaise, sur un canapé, sur un fauteuil. Il faut aussi tout aménager pour la chambre, c'est-à-dire que le lit doit être bien adapté pour que le malade ne soit pas très bas. Tout aussi pour la cuisine. Tout pour les sanitaires, et il faut une bonne hygiène de vie. Merci pour votre suivi. Premier cours, madame. Donc, j'attends les questions. Si vous avez des questions. Hein? Pardon? Docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous envoyer le... Donc, je parle... Pardon. Je parle ici en ligne ou là? Alors, pour la demoiselle qui a posé la question sur le support du cours, normalement, le cours a été déposé le mois de mars, c'est-à-dire juste avec le début du Covid, vous allez le retrouver sur le site de l'université. Docteur, s'il vous plaît, c'est celui des coxarthrose et gonarthrose, c'est pas le même que vous avez fait aujourd'hui, en fait. Là, j'ai fait aujourd'hui juste, c'est-à-dire un fichier PDF.
mais c'est-à-dire le cours que vous pouvez vous référer au cours de coxarthrose, de gonarthrose, c'est la même chose. Sinon, le cours qu'est-ce que l'arthrose? Sinon, vous allez je vais vous le mettre ce soir sur le site de l'université. D'accord? C'est promis. D'accord. Au plus tard demain matin. Merci, d'accord. D'accord? De rien. Alors, deuxième question, l'activité physique ne peut pas aggraver l'arthrose débutante par traumatisme répété. Alors, l'activité physique est préconisée quand il n'y a pas douleur. C'est-à-dire, s'il y a douleur, on demande au malade de se reposer, de ne pas aller au-delà du seuil de la douleur. Mais dès qu'il y a sédation de la douleur, le malade peut reprendre ses activités physiques. Le mécanisme de l'acupuncture, alors c'est un effet antalgique très rapide. Pourquoi? Parce qu'on injecte généralement un anti-inflammatoire avec de la xylocaïne. Et généralement, l'acupuncture, elle est utilisée surtout quand il s'agit d'une tendinite de la patte doigt, c'est-à-dire c'est une douleur localisée au niveau du genou ou bien au niveau du rachis lombaire. Quand vous avez aussi des muscles paravertébraux qui sont très, très contractés, donc là, on injecte un anti-inflammatoire local associé à de la xylocaïne ou bien à de la lidocaïne. Ça permet un petit peu de calmer la douleur. L'explication du craquement articulaire, alors le craquement articulaire, quand il apparaît sans aucun autre signe et quand il apparaît chez un sujet jeune, c'est-à-dire, j'ai compris là à quoi vous voulez arriver. Craquement articulaire, généralement, quand il apparaît à l'adolescence ou bien chez un sujet jeune jusqu'à 35 ans, on parle plutôt d'une hyperlaxité ligamentaire. Ce sont vos ligaments qui craquent. Vous entendez craquer, ce ne sont pas vos articulations. D'accord? Généralement, ce sont des sujets qui font des hyperlaxités ligamentaires, c'est-à-dire leur articulation vont au-delà de leur degré de liberté autorisé anatomiquement. Par exemple, en position normale, nous avons des coudes qui s'arrêtent en extension à 0 degré. Il y a des sujets qui font moins 10 degrés, c'est-à-dire le coude descend encore plus bas. C'est des sujets qui font des hyperlaxités ligamentaires. Quand le craquement est associé à un autre signe, il est purement arthrosique. C'est tout. Il y a une autre? Alors, voilà. Comment est-ce que le traumatisme répété provoque l'arthrose? Donc, un traumatisme répété, c'est-à-dire les micro-traumatismes répétés, vont être à l'origine de fissuration au niveau du cartilage articulaire. S'il y a fissuration du cartilage articulaire, donc il va y avoir un remaniement au niveau des protéoglycanes. C'est pour cela donc qu'il va y avoir arthrose. Et c'est normal, c'est normal ce craquement? Là, quelle est la durée d'évolution? La durée d'évolution de la pathologie, elle est indéterminée, c'est-à-dire il y a des sujets donc, qui restent avec une arthrose minime pendant des années. Il y a des sujets qui évoluent très très vite. Donc, chaque cas ne ressemble pas à l'autre. Donc, il n'y a pas une durée d'évolution bien limitée. On peut avoir un tableau atypique sans douleur? Oui. Donc, comme je l'ai dit, il peut y avoir un malade qui s'amène à votre consultation pour, par exemple, une tendinite. Il n'a pas vraiment mal au niveau d'une articulation. Donc, vous demandez comme ça une radiographie. Vous pouvez trouver donc une arthrose. On peut trouver une arthrose chez les adolescents? Non. Chez les adolescents, pourquoi? Parce qu'ils sont encore en phase de croissance. Leur cartilage n'a pas fini sa croissance, donc on ne peut pas observer d'arthrose chez l'adolescent. Quelles mesures vont conseiller un sujet jeune pour présentant une arthrose cervicale? Ça, c'est une bonne hygiène de vie. Pour l'arthrose cervicale chez un sujet jeune, c'est une bonne hygiène de vie, surtout chez les gens qui manipulent actuellement donc le PC, le téléphone portable. Donc, il faut que il soit c'est-à-dire au niveau du champ visuel, c'est-à-dire il ne faut pas trop baisser sa tête. À la demande, donc, un collier cervical, un oreiller orthopédique en cas de douleur.
Alors, question hors du cours, est-ce qu'on a recours à la chirurgie? Oui, un sujet jeune qui fait une lésion méniscale complexe, c'est-à-dire une rupture complète du ménisque interne ou externe, avec rupture du LLE ou bien le ligament latéral externe, là, la chirurgie, elle est d'urgence. Une arthrose chez un sujet de 20 ans, est-ce possible? Généralement, non, c'est des cas très, très, très rares, c'est-à-dire exceptionnels, sauf si le sujet a, par exemple, a fait une luxation congénitale de hanche, il a fait un coxaplana. Généralement, quand c'est des problèmes de hanche, on peut avoir une arthrose, une coxarthrose chez un sujet de 20 ans. C'est-à-dire, on a vu ces dernières années des sujets qui sont nés avec une LCH qui a été mal prise en charge, donc, et qui ont développé une arthrose. On a un cas même à 17 ans qui a développé une coxarthrose et on attend généralement maturité osseuse pour placer une PTH. Quelles sont les indications des antiarthrosiques et la durée du traitement? Alors, l'indication des antiarthrosiques chez les gens qui se permettent, parce que c'est sur le plan coût, donc c'est des médicaments qui sont un peu chers. La durée du traitement, donc généralement, c'est pendant 3 mois, renouvelable 2 fois par an, c'est-à-dire le malade prend une cure de 3 mois en hiver, 3 mois en été, et généralement, il est soulagé en longueur d'année. Ça lui évite la prise du paracétamol d'AINS. Y a-t-il un traitement préventif? La prévention reste une bonne hygiène de vie, c'est tout. Est-ce qu'une arthrose cervicale peut être responsable de troubles de sensibilité? Oui, une arthrose cervicale peut être à l'origine d'un trouble de sensibilité. Là, on passe à autre chose. Ce n'est plus une arthrose cervicale, on est une autre pathologie, c'est la myélopathie cervicarthrosique, c'est-à-dire il y a une compression de la moelle au niveau de son canal. C'est pour ça que le malade présente des troubles de la sensibilité, donc il peut faire une hypo ou bien une anesthésie complète au niveau d'un territoire, accompagnée de signes de paresthésie type fourmillement. Le froid qui donne des douleurs articulaires, est-ce que c'est l'arthrose chez un sujet jeune? Là, chez un sujet jeune, il faut investiguer parce que le froid ne peut pas être à l'origine de douleurs articulaires, donc il faut rechercher une pathologie inflammatoire déterminée. Est-ce qu'il y a une relation entre arthrose? Oui. Relation entre arthrose cervicale et vertige, oui. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance vertébro-basilaire, c'est-à-dire quand il y a une compression au niveau des trous de conjugaison. Les trous de conjugaison, vous les retrouvez en demandant un cliché, une radiographie 3/4 du rachis cervical. Donc, s'il y a un petit rétrécissement de ces trous de conjugaison, ça explique le vertige. Est-ce que les antiarthrosiques en premier lieu? Oui, on peut prescrire les antiarthrosiques en premier lieu chez des gens qui se permettent, comme je l'ai dit, financièrement. Donc, on peut donner un antiarthrosique. Ça permet de soulager un petit peu la douleur du malade et ça le permet donc de protéger son estomac des AINS et ça lui permet aussi un petit peu de repousser l'évolution de sa maladie. Un médecin généraliste, oui, est très bien placé pour prendre en charge une maladie avant l'avis du spécialiste. Oui, normalement, c'est le médecin généraliste qui prend en charge l'arthrose, c'est-à-dire sauf quand il y a aggravation de la symptomatologie, ou bien quand il y a des épanchements à répétition, il est obligé donc de demander l'avis d'un spécialiste. Est-ce qu'il y a relation entre arthrose et carence en vitamine D et calcium? Non. Arthrose, c'est une dégénérescence du cartilage. Carence en vitamine D et calcium, c'est autre chose. Exemple des antiarthrosiques, donc ça a été précisé dans le cours, la glucosamine, sinon le chondroflex, sinon le flexofitol. Vous avez tout un arsenal qui est sur notre marché actuellement. Pourquoi le trou de conjugaison se rétrécit? Donc, il se rétrécit comme il y a exactement apparition de la moelle. Sous l'effet donc de l'arthrose, les vertèbres ont tendance donc à être écrasées et à repousser le trou de conjugaison en arrière. Et c'est pour ça donc il est rétréci et c'est pour ça il y a apparition donc de vertige chez votre malade. Corriger l'hyperlaxité. Malheureusement, l'hyperlaxité est responsable de craquement, on ne peut pas la corriger. C'est un truc qu'on est avec, donc, et on vit avec jusqu'à la fin de notre vie. Il y a des diagnostics différentiels pour des douleurs qui apparaissent à l'effort physique chez un sujet jeune.
Alors, les diagnostics différentiels, donc quand c'est des douleurs qui apparaissent au froid, il faut détailler toute la pathologie inflammatoire, type SPA, type PR et tout. L'effort physique, généralement, l'effort physique, il est responsable chez un sujet jeune, non pas d'arthrose, mais beaucoup plus de contracture des muscles. Donc, c'est pour ça qu'il y a apparition de douleurs chez un sujet jeune. L'hyperlaxité peut s'aggraver? Non. C'est-à-dire quand elle est là, elle ne peut jamais s'aggraver. Elle s'arrête là où elle est. Donc, moi, je vous remercie. On passe au deuxième cours et vous serez tranquille demain. C'est un petit cours, les amputations. Donc, est-ce qu'il va y avoir des gens qui suivent? Donc, ouais, 81. Donc, on passe.